Alors, vous avez votre petit pour diffuser, c'est là. Donc, nous accueillons maintenant donc Nicolas Vernou-Tello, qui représente l'entreprise In Situ Architecture, et Philippe Solignac, architecte et urbaniste de l'État, responsable du groupe Ville, Urbanisme, Usage, Bâtiment, à la direction territoriale Normandie Centre du CEREMA. J'ai été bien clair. Très bien, merci pour cette belle présentation. Alors, je vais laisser Nicolas Vernou-Tello présenter son projet qui repose donc sur la phyllotaxie. Le procédé mis au point par la nature pour faire en sorte que les feuilles captent le maximum de lumière. Je crois que c'est ça l'idée. Oui, alors peut-être en introduction, notre particularité, puisque In Situ Architecture, on est un cabinet d'architecture avec une activité de maîtrise d'œuvre, mais on a une particularité, c'est qu'on travaille en partenariat exclusif avec un laboratoire du CNRS, de l'École normale supérieure de Lyon, qui s'appelle RDP, Reproduction et Développement des plantes, qui est un des leaders mondiaux dans l'analyse interdisciplinaire des plantes. Alors, en fait, c'est une histoire de famille, hein, puisque c'est mon frère aîné qui est directeur de recherche au CNRS. Et au cours de discussions familiales, lui me parle de l'architecture des plantes. Il me parle de phyllotaxie, qui est dans le domaine de la biologie végétale une discipline. Être biologiste, vous savez, ça recouvre d'énormes champs. Et donc, il y a la phyllotaxie qui étudie particulièrement l'architecture des végétaux à l'échelle aussi bien macroscopique qu'à l'échelle de la plante elle-même. Et moi, je lui parle de l'architecture des bâtiments. Et on se pose la question conjointement, j'ai envie de dire, dans un élan citoyen, préoccupé par les problématiques sociétales, hein, qu'on connaît tous. Donc là, on est en 2005. On se pose la question, voilà, d'un côté, on a un modèle biologique avec les plantes qui est un modèle vertueux, hein, les plantes font écosystème, etc. Et de l'autre côté, nous avons des bâtiments qui, eux, sur le plan écologique, sont véritablement toxiques. Et on aimerait évidemment améliorer l'empreinte d'un bâtiment pour se rapprocher le plus possible de l'empreinte écologique d'une plante. Donc comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a une méthodologie que j'introduis rapidement qui s'appelle le biomimétisme. Hein, c'est une norme ISO. Et le biomimétisme, je tiens à préciser que c'est une méthodologie scientifique et ce n'est pas uniquement une recherche formelle. Donc on ne s'est pas posé la question comment on allait faire des bâtiments en forme de plantes, mais plutôt comment est-ce qu'on peut aller chercher dans le vivant des modèles, les analyser, comprendre leur fonctionnement et transposer ce fonctionnement dans un process d'ingénierie et appliquer après à l'architecture, mais on peut aussi l'appliquer à l'industrie automobile, à l'aéronautique, à toutes sortes de champs. Donc dans notre cas de figure, l'architecture. Alors, il se trouve que les plantes ont un modèle dominant qu'on appelle dans la phyllotaxie, qui est le modèle spiralé, qui en fait, vous le voyez sur les diapos, quand on étudie cette organisation géométrique des plantes, c'est particulièrement manifeste chez les plantes grasses. On a une organisation, c'est un modèle dominant, il y en a d'autres, mais le modèle dominant, ce sont des organisations selon des logarithmes qui se croisent. Vous le voyez là sur les représentations, hein. Et aussi bien d'ailleurs à l'échelle micro qu'au niveau de la plante elle-même, au point que les biologistes parlent même d'une sorte de génétique de la géométrie pour les plantes. Donc ce schème d'organisation, hein, je vous parlais de biomimétisme, on s'est mis à le coder via un algorithme et on s'est posé la question comment on pourrait le transposer à une organisation on parle d'une population de plantes sur un terrain, une population de bâtiments aussi sur un terrain. Et en essayant de transposer cette logique, on pourrait obtenir sur un site précis une organisation qui viendra optimiser la capture du soleil, puisque évidemment la plante s'organise selon cette configuration géométrique pour des besoins vitaux, hein, et son besoin vital numéro 1, c'est la capture de la lumière. Et ça va nous intéresser pour deux raisons. La première raison, c'est la santé.
Je ne vais pas revenir sur toute cette littérature depuis une dizaine d'années sur la question des biorhythmes et de la nécessité que nous avons, nous humains, de capter la lumière naturelle. Évidemment, il faut éviter les excès, etc. Il y a aussi toute une littérature sur la luminothérapie, je ne vais pas y revenir. Et il y a un deuxième point également qui est intéressant, c'est que la captation de la lumière naturelle, de la lumière du soleil, va nous permettre de pouvoir optimiser notre dépense énergétique au niveau des bâtiments. Et de pouvoir capter l'énergie passive du soleil, évidemment, va nous permettre de pouvoir faire une économie importante sur la consommation énergétique de notre bâtiment et du poste-chauffage en particulier. Et donc, avec ces deux objectifs, on a mis au point cet algorithme, appliqué à un premier projet, puisque, je vous le disais, on a une activité de maîtrise d'œuvre, et on a fait une version 1, on le voit là sur une diapo. Ensuite, on a travaillé sur un deuxième, un troisième projet, et sur un projet plus de grande envergure, sur un quartier en Nouvelle-Aquitaine, qu'on voit apparaître là sur la diapo. J'ai eu besoin de travailler avec un architecte urbaniste, et donc j'ai appelé Philippe. Oui, enfin, tu as appelé Philippe, tu as appelé le CEREMA. Oui, effectivement, vis-à-vis de toutes ces questions de transition énergétique, écologique, il faut trouver des solutions aujourd'hui pour agir et vite. Le GIEC nous l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, on a encore 3 ans pour faire quelque chose. On a l'objectif 2030, 2050. Là, avec toutes les personnes réunies aujourd'hui, on a pu voir plein de projets différents, intéressants pour aller dans ce sens. Et on s'est posé la question, comment faire avec du low-tech, justement, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour avoir un impact carbone qui soit intéressant et beaucoup plus vertueux. Comment on peut faire la ville aujourd'hui, la ville de demain? Toutes ces questions-là sont des questions aussi de résilience qui préoccupent le CEREMA et tout le monde aujourd'hui. Et on a vu donc avec cette proposition d'in situ, avec l'outil UPBIB, une solution, pas la solution, mais une solution qui nous permettait d'apporter une nouvelle approche sur cette façon de concevoir la ville aujourd'hui au regard de la qualité du cadre de vie, au regard des gens. On a tous fait l'expérience de la période du confinement. On a vu qu'il nous fallait des extérieurs, des espaces extérieurs, qu'on améliore notre lieu de vie, qu'on introduise de la sociabilité ou qu'on retrouve de la sociabilité avec ce qui existait auparavant. Et voilà, ce constat-là, en fait, on a l'impression qu'on a découvert plein de choses, mais en fait, le Covid a mis en exergue toutes ces choses que l'on savait, que l'on connaissait. Et si on regarde un petit peu plus en arrière, nos ancêtres construisaient local avec, par exemple, une démarche vernaculaire, avec les produits qu'ils trouvaient sur le territoire, avec l'environnement. C'était une démarche plutôt bioclimatique. Et voilà, donc on peut puiser de toute cette expérience des choses nouvelles. Sauf que là, avec cet outil, qui est un outil, à mon sens, révolutionnaire, qui va re-questionner la façon de faire les villes et qui pourrait être un outil d'aide à la décision pour les collectivités, pour les élus. On a aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire que sur un terrain, on peut donner un objectif de performance énergétique. Aujourd'hui, quand on fait de l'urbanisme, on a des documents d'urbanisme, par exemple les OAP, qui donnent des gabarits, des orientations d'implantation de bâtiments et autres, mais ne donnent pas de performance énergétique. On dit, soit auparavant on construit selon la RT 2012, aujourd'hui c'est la RE 2020, mais qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de cette performance? Et donc cet outil nous permet d'y arriver, et nous permet d'y arriver en partant du principe que qu'est-ce qu'on aimerait faire sur un terrain libre, quand on parle de construction neuve, mais ça pourrait être sur de la réhabilitation ou de la rénovation, en étant sur des friches, pour construire autrement avec ce qui existe aussi. Comment on arrive à faire un écosystème qui ressemble le plus à l'écosystème que l'on peut trouver dans la nature
comment chaque être vivant peut apporter du bien à l'autre. Comment on peut faire ça? Voilà. Donc, l'outil nous le permet aujourd'hui. Nicolas, je te laisse continuer. Oui, un petit mot en complément. Il faut voir que c'est un outil qui nous permet de projeter des gabarits. Ce n'est pas du tout un outil qui nous permet de faire un projet architectural. Pas du tout. Et cet outil, donc je précise, c'est très important, puisqu'à partir de ces gabarits, vous le savez bien, on va pouvoir après dessiner un projet architectural, définir des pentes de toiture, des matériaux, un nombre de bâtiments, etc. Cet outil, il a un intérêt. Après de ces projets, on en a fait un programme de recherche, nous. Et ce programme de recherche, on a obtenu un financement BPI pour poursuivre ce programme. Et on a développé de façon générique cet outil avec le CEREMA pour deux raisons principales. Il y a la question de la densité. Aujourd'hui, la ville, on ne peut plus se permettre de s'étendre. Il y a la question de la densité. La ville se reconstruit sur elle-même. Alors, si sur un site, je vous parlais tout à l'heure de population de plantes sur un site, comment est-ce qu'on pourrait faire ça aussi en s'aidant de la phyllotaxie? Quand vous faites 10 maisons individuelles sur un terrain d'1 hectare, vous n'avez aucun problème à exposer vos bâtiments, à bien les orienter et potentiellement à capter de l'énergie passive du soleil. Si vous voulez par contre créer 100 logements sur ce même site, se pose à ce moment-là la question de l'optimisation de la configuration de chaque bâtiment en fonction de l'héliodon du soleil. C'est pour ça que je parle d'algorithme. C'est-à-dire que l'algorithme, c'est uniquement un moyen d'avoir des milliers de calculs en quelques secondes et qui va nous aider à pouvoir simuler ces configurations. Et donc, à l'aide d'un algorithme qui va créer ces milliers de calculs, ces centaines de milliers de calculs, on va pouvoir obtenir des simulations gabaritaires de bâtiments pour des densités qui seront des densités élevées. Et en fonction d'un héliodon, vous le savez bien, en fonction de l'héliodon de l'hiver, l'héliodon d'été, etc., enfin, chaque saison, chaque jour, ça change. Les calculs sont extrêmement complexes. Donc, cette idée de densité, cet objectif de densité, il est important à garder en tête à travers cet outil. Et il nous permet de penser la densité en fonction d'un élément structurant. Je parlais de biorhythme et de santé tout à l'heure, mais qui est l'élément, finalement, de la capture du solaire comme élément de santé et d'épanouissement pour un individu. Et non pas la densité selon des critères qui seraient des critères juridiques ou des critères basés sur des notions juridiques. Un deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la question du calcul. L'algorithme va nous permettre aussi, en utilisant les outils informatiques, de pouvoir calculer. Philippe l'évoquait, on va passer d'un modèle analogique à la possibilité de dire qu'en fonction de la captation de 4 heures de soleil direct sur les bâtiments, on va obtenir 20% de réduction du poste chauffage. Calculé. En fonction de 6 heures d'exposition, on va obtenir tant, etc. En moyenne, on a une fourchette, dépendant de la densité, qui va varier entre 15 et 35% du poste chauffage, ce qui est évidemment considérable. Donc, vous l'avez compris, on peut le coupler à du calcul thermique qui va nous permettre d'obtenir ces résultats. Ouais, voilà. Donc, là, vous avez un petit schéma qui résume cette ambition. Donc, comme je le disais tout à l'heure, comment sur un terrain, on peut essayer de reconstituer un milieu, un écosystème avec de la biodiversité, enfin équivalent à un système de biodiversité, en intégrant une ville avec tous les éléments qu'on retrouve aujourd'hui de l'écoquartier, mais on peut aller beaucoup plus loin en travaillant tous ensemble. Donc le cumul de tout ce qui a été présenté aujourd'hui peut aller dans ce sens et peut permettre de faire la ville de demain, puisque la ville, les émissions de gaz à effet de serre au niveau de la ville, ça représente à peu près les 2/3. Donc il y a quelque chose à faire, à agir au niveau de la ville. Et c'est ça qui est très intéressant, puisque aujourd'hui on raconte une histoire, on n'est pas sensibilisé sur un détail ou sur un matériau, mais c'est l'ensemble de ces éléments-là qui font qu'on aura des villes de plus en plus performantes. Et tout à l'heure, j'ai discuté à midi avec une personne qui est ici dans la salle, oui, qui travaille aussi sur le biomimétisme et sur des matériaux justement pour récupération d'eau de pluie. Et ça, c'est assez intéressant. Et peut-être donc pour terminer, je crois qu'il nous reste 1 minute 08. Stéphanie, je tiens le compteur. Donc on travaille sur d'autres programmes de recherche, également notamment un avec le CEREMA. C'est un programme qui s'appelle Terre d'algues. Là, on revient sur un matériau
cette fois-ci, où c'est un matériau qui est breveté et qui est, on va dire, constitué principalement d'algues sargasses. Vous avez peut-être entendu parler des désastres écologiques liés à la sargasse, surtout dans la zone caribéenne Floride, qui est en train de remonter. Comme c'est une espèce invasive, ça pose d'énormes problèmes. Et également de revalorisation des terres de chantier. On a parlé également en première partie d'après-midi d'argile, la problématique de l'argile. Alors ce matin, on a eu une présentation d'Yves Bréchet sur la question des matériaux de construction en général. Donc le recyclage de l'argile est intéressant, puisque l'argile, effectivement, va nous permettre, quand il est employé en matériaux de construction, d'avoir énormément de propriétés. Et donc, c'est un programme de recherche qui a commencé déjà depuis 1 an, qui est un consortium avec 4 partenaires, In-Situ Architecture, le CEREMA, également Nobatec INEF4 et la société Toxtine sur la question d'innocuité environnementale. Et on est aujourd'hui à mi-parcours. On obtient, un dernier mot, juste un coefficient lambda qui avoisine les 0,9. Donc on est très content de ces premiers résultats. Donc maintenant, on va pouvoir poursuivre sur la capacité de ce matériau à passer tous les tests techniques. Voilà, à suivre. Merci. Juste une question, c'est que ce matin, Yves Bréchet a parlé des matériaux biosourcés en disant qu'il y avait quand même un risque. Il parlait d'isolation. Et il disait qu'il fallait, dans le biosourcé, il fallait remettre des biocides pour éviter qu'ils ne se dégradent. Est-ce que c'est le cas pour les matériaux à base d'algues recyclées? Il parlait de biocides. Oui, c'est-à-dire pour éviter de dégradation, c'est-à-dire que Alors là, c'est un matériau géocyclé, donc il y a principalement de la terre et de la sargasse. Il y a différentes problématiques après au niveau physico-chimique liées aux métaux lourds qui sont contenus dans les algues. Je ne vais pas rentrer dans les caractérisations physico-chimiques, mais c'est un matériau, comme je vous le disais, qui est breveté et qui n'est fait aujourd'hui que de composants naturels. L'objectif étant que quand le matériau se dégrade, il ne pollue pas l'environnement. Voilà, c'est tout. Oui, bien sûr. Que des matériaux naturels. Et nous avons d'ailleurs un 3e programme de recherche que nous allons lancer qui s'appelle Feuille de charme sur des enveloppes qui permettent de protéger les bâtiments et d'éviter les effets de surchauffe. J'en parle parce que c'est tout frais et c'est aussi avec le CEREMA. Eh ben, bravo à tous les deux. Alors. De belles perspectives avec l'appui de tous et une bonne solution, enfin une bonne démarche que l'on peut tous envisager. On peut dire que c'est un duo qui marche. Voilà. Et donc on va accueillir, merci à tous les deux, on les applaudit.